Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Ce webinaire va durer approximativement 35 à 40 minutes. Alors que vous soyez ce matin RSSI, consultant ou tout simplement si vous vous posez des questions sur l'impact des robots, ce webinaire est fait pour vous avec des informations autant pratiques que techniques. Restez bien avec nous pour la démonstration dans une dizaine de minutes. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat durant la présentation et nous y répondrons en fin de webinaire. Ce webinaire est d'ailleurs enregistré, il sera disponible un peu après sa diffusion. Et aujourd'hui, ce webinaire est en partenariat avec SFR, ce qui me laisse du coup donner la main à Jean-Michel qui est connecté avec nous. Bonjour Bonjour, Jean-Michel. bonjour Valentin, bonjour Nicolas, vous Est-ce que m'entendez tu bien? peux te présenter? Super. Alors Jean-Michel Lafine, je travaille chez SFR Business en tant que responsable avant-vente sur le réseau et la sécurité. Donc je gère une équipe qui est en support des clients qui ont des besoins au niveau de leurs architectures réseau et sécurité. D'accord. Merci Jean-Michel. Je laisse la main à Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour, donc Nicolas Mayer, je suis responsable technique de compte pour Roden Schwartz. Et donc Valentin Artaud, je me présente. Je suis en charge des partenaires chez Roden Schwartz sur la France et le Benelux, et notamment de nos relations avec SFR Business. Premier sondage, ce webinaire est interactif. Donc, nous avons un premier sondage. Ah, bon, bah, on me dit qu'un petit souci technique, on n'a pas le premier sondage. C'est pas grave, on va avancer. Hein, ce sont les joies du direct. On voulait vous poser une première question, on va vous la poser comme ça, et puis vous pouvez répondre dans le chat, en fait, puisque ce webinaire est interactif. Savez-vous aujourd'hui distinguer le trafic légitime du trafic robotique dans votre SI? Vous pouvez répondre dans le chat, ça nous donnera quand même un petit aperçu de ce que vous pouvez détecter dans votre SI. Du coup, comme on n'a pas fait effectivement le petit sondage là, on va passer directement à l'introduction et je vais laisser du coup Jean-Michel parler justement des tendances que l'on voit sur les enjeux du RSSI ou les personnes qui sont impliquées dans la sécurité des systèmes d'information. Merci Valentin. Effectivement, aujourd'hui, quelles sont vos principales préoccupations en tant que RSSI? C'est prévenir le risque pour que votre entreprise, dans ce cadre-là, vous allez faire quoi en tant que RSSI? Vous allez faire des préconisations, mettre en œuvre des solutions de sécurité avec vos équipes. Vous allez vous assurer que votre entreprise, donc ça c'est vraiment une des préoccupations des RSSI, c'est de s'assurer que votre entreprise respecte les lois et les normes en vigueur pour éviter de se prendre une amende. Mais malheureusement, le constat, donc par rapport à des analyses, des enquêtes qui ont été faites, c'est que des chefs d'entreprise estiment que le risque pour la sécurité augmente. On l'a vu dans la presse, dans les réseaux sociaux, il y a énormément d'attaques qui ont été perpétrées contre des sociétés. Donc c'est tout simplement en raison de l'élargissement de la surface d'attaque, quand il existe une myriade de façons pour des pirates d'envahir les systèmes d'information des sociétés, notamment dans le cloud. Qu'il y a de plus en plus d'amendes qui ont été infligées pour non-respect du règlement du RGPD, du règlement sur la protection des données. Et le constat, c'est également que les ressources au niveau de la cyber sont relativement manquent. Les ressources sont rares. Et donc là, les chiffres sont présentés sur ce slide. Effectivement, 68% des entreprises estiment que leur risque il augmente. 22 millions, donc ça c'est un exemple sur une amende qui a été infligée à British Airways et globalement au niveau du monde, il y a à peu près 1,5 million de postes qui manquent pour combler en fait
les demandes par rapport à la cyber. Donc on peut passer sur le slide d'après, Valentin. Yes. Donc le constat, c'est également de dire que donc oui, les attaques d'applications web ont augmenté de plus de 800% en un an, donc c'est vraiment quelque chose de stratosphérique. Donc là, les sociétés sont de plus préoccupées par cette escalade sur le nombre d'attaques applicatives. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi les attaques en déni de service, donc les attaques en DDoS, qui sera d'ici 2023 aux environs de 15,4 millions, donc ce qui est vraiment énorme. Alors sur le DDoS, il y a plusieurs types de DDoS. Il y a le DDoS, comme vous le savez, pour certains volumétrique. Donc c'est quelque chose, enfin c'est de l'attaque brute de force. On va envoyer beaucoup de trafic et on va perturber les tuyaux, on va engorger les équipements qui sont pas capables de traiter ce volume. Et il y a des attaques un peu plus fines qui sont des attaques applicatives, donc des attaques qui sont pas en termes de trafic énorme, mais qui vont perturber énormément en fait les applications. Le point qui est important et qui nous concerne sur ce webinaire, c'est que le trafic mondial généré par les robots, donc la problématique c'est les robots, donc en 2024, il représente 24%, donc ce qui est encore très très énorme. Et ce qu'on peut dire pour schématiser tout ça sur les attaques des robots les plus impactants, on va parler du scrapping, du skewing et du credential stuffing. Donc c'est des types d'attaques en fait qui vont de robots qui seront là pour perturber en fait les applications web. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Justement, ça nous emmène vers la définition. Tu viens de parler de robot. Alors, qu'est-ce qu'un robot? C'est un petit travail de définition. On va distinguer deux types de robots. Tout d'abord, le bot et le botnet. Alors, le robot, hein, il peut être bon ou il peut être mauvais, hein, comme on a comme exemple les robots de Google qui viennent indexer les sites web pour qu'on puisse trouver ce que l'on cherche dans Google. Donc ça, voilà, c'est typiquement un bon bot. Et puis après, on va distinguer plutôt les botnets, on va dire les robots qui ont un objectif malveillant, que ce soit du DDoS, que ce soit du scan de vulnérabilité automatisé. Donc effectivement, nous aujourd'hui, on va parler justement des challenges pour comment je peux mitiger les impacts de ce trafic automatique sur mon site web, parce que Jean-Michel, tu l'as rappelé, plus de 24% du trafic Internet mondial, c'est du trafic automatique. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si j'élimine déjà la part malveillante? Et comment je peux faire? Donc, du coup, Jean-Michel, je te laisse justement la parole sur ces challenges. Alors oui, Valentin, le vrai challenge, enfin les challenges sur la mitigation des robots, c'est de ne pas impacter les utilisateurs légitimes. Donc il y a comme sur les attaques DDoS, il y a du trafic légitime et du trafic illégitime. Donc sur les challenges sur la mitigation des robots, l'idée c'est l'utilisateur légitime, peu importe d'où il se connecte, tablette, PC, il faut que les systèmes soient capables d'être intelligents pour ne pas les impacter. Donc cela va passer par bien sûr une adaptation en fait de la réponse. Donc, du whitelistage des robots internes, donc ils sont reconnus, ils sont autorisés. Et pour les utilisateurs, c'est l'utilisation de CAPTCHA. Alors la notion aussi de réputation, donc distinguer les bons robots, donc au travers d'une réputation, des bons robots, des mauvais robots. Donc l'exemple que je peux citer, c'est Google versus Shodan. Donc Google a une bonne réputation, donc on va effectivement laisser Google passer versus Shodan qu'on va bloquer. Et enfin, l'idée du challenge de la mitigation des robots, c'est de diminuer le coût d'infra. Parce qu'aujourd'hui, il est important pour les entreprises de diminuer le coût d'infrastructure de leur application. Donc 25% du trafic, c'est important. Donc une diminution importante du coût d'infra ou de compute au niveau public, ça coûte en fait d'être capable de traiter une forte charge. Donc l'idée, c'est vraiment de diminuer ce coût d'infrastructure induit par les mauvais robots.
Ouais, merci beaucoup, Jean-Michel. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler nous faire un peu un focus sur les attaques de ces mauvais robots? Donc, tu as parlé typiquement, effectivement, de la différence entre le bon robot, celui qui vient indexer votre site, et entre guillemets le mauvais robot. Tu as pris en référence Shodan, qui est un scanner de vulnérabilité qui Ouais. crawl tout le web. Il y a aussi des robots un peu plus sophistiqués qui sont pilotés par des hackers. Quelles sont typiquement les attaques principales et que dit l'OWASP là-dessus? Alors le ROAS, donc c'est tout le monde connaît ou peut-être pas, donc je vais donner la définition avant de continuer. Donc le ROAS, c'est l'Open Web Application Security Project. Donc c'est un organisme à but non lucratif pardon, qui milite pour l'amélioration de la sécurité logicielle. Donc on est effectivement dans un monde contraint. On voit que la part des mauvais robots est passée de 18% en 2018 à 24% en 2019 du trafic mondial. Donc il y a une vraie augmentation. Donc ça, c'est une réalité, c'est un constat. Ça, il faut le redire. Donc si aujourd'hui vous en êtes pas conscient, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc et comme tu l'as dit, Valentin, ces mauvais robots sont de plus en plus sophistiqués. Donc il y a une vraie sophistication du type d'attaque. Donc il y a des organismes qui suivent cette évolution et qui partagent avec la communauté, avec Roden Charts, donc ces éléments. Et effectivement, vous allez mettre en œuvre des solutions pour pallier à ce type de sophistication et d'attaque. Et donc les principales, là je les ai citées précédemment, donc le credential stuffing, le skewing et le scrapping. Donc c'est vraiment un essor de ce type d'attaque par robot avec une sophistication et avec bien sûr des principales attaques. Et là-dessus, Nicolas va montrer dans la démo effectivement qu'on est capable avec Roden Schwartz d'y pallier. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, ça nous amène à notre deuxième sondage qui, cette fois-ci, va être interactif puisqu'on me dit en régie que le sondage va partir. On va vous demander de répondre à une question par rapport à ce qu'a dit Jean-Michel. Avez-vous déjà subi une attaque de type credential stuffing ou skewing, hein? Credential stuffing, c'est effectivement, par exemple, des bases de données avec des emails et des mots de passe qui sont comme ça trouvés sur Internet et qui vont arriver sur votre site et les robots vont essayer toutes ces combinaisons possibles et donc ça va vous faire comme une sorte un peu un DDoS applicatif ou encore du skewing. Donc avez-vous subi ce type d'attaque? C'est ce qu'on vous demande dans ce langage. Ça peut être aussi vous ne savez pas parce que je peux vous dire que vous n'avez pas forcément non plus le monitoring qui permettrait d'avoir la visibilité. On va vous laisser encore 5 secondes pour répondre. 5, 4, 3, 2, 1 et on va afficher les résultats. Je ne sais pas, voilà, 53%, bah, typiquement, c'est un petit peu ce qu'on, c'est vraiment, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que, bah, en fait, comme on est au niveau applicatif, comme on est sur des attaques plus sophistiquées, eh ben, souvent, les systèmes d'information ne disposent pas des outils qui permettent d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur le niveau applicatif, hein. Typiquement, voilà, vous avez vos flux qui arrivent, vos flux réseau, puis après, ça va passer le firewall, ça va passer un certain nombre de contrôles. Donc, si vous n'avez pas une couche au niveau applicatif qui puisse vous dire ce qui se passe réellement, effectivement, vous êtes dans le brouillard. Et par contre, on a quand même une forte partie de notre audience, 41%, qui a déjà subi ce type d'attaque. Donc ça rejoint effectivement ce que disait Jean-Michel hein, sur l'augmentation de ce type d'attaque. Alors, merci à tous d'avoir répondu à ce sondage. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vais te redonner la parole après la démonstration. Je vais passer la main à Nicolas. Quel mécanisme peut-on mettre en place avec RS Web Application Firewall pour justement mitiger ces attaques? Merci Valentin pour cette introduction. Donc effectivement, à ce stade du webinaire, vous vous demandez certainement comment on va pouvoir différencier le trafic légitime, donc les humains, versus le trafic robot qui peut être légitime ou non, hein.
Donc, on va le voir dans les slides qui vont suivre avec quelques petits exemples et comment on va faire cette mitigation. Et ensuite, je vous présenterai une démonstration de comment techniquement le produit va vous aider à répondre à ce besoin-là très rapidement. Voilà. Donc, tout d'abord, hein, pour un petit peu d'histoire, c'est comment on va pouvoir détecter un bot. Bon, on va essayer de chercher ses limitations. Donc, ce que l'on a constaté quand on s'est lancé dans ce projet de bot mitigation, c'est on a différents types de bots que l'on va trouver sur Internet. Et chaque type de bot va correspondre à un certain type de limitation. Par exemple, le tout premier niveau, ça va être des limitations de type le bot ne va pas pouvoir suivre des redirects. Il va simplement faire un get, par exemple, sur une ressource, et c'est tout. Un deuxième niveau, ça va être, par exemple, il ne sera pas en mesure d'exécuter du JavaScript. Donc, on va exploiter toutes ces limitations-là pour mettre en place ce module bot mitigation qui va être complètement transparent pour l'utilisateur. Ça veut dire que c'est le navigateur de l'utilisateur qui va être testé. Il va devoir répondre à un certain nombre de challenges. Et si c'est bon, ça va passer de manière complètement transparente. Ou sinon, on va le bloquer au niveau du WAF. Donc, on est bien dans une logique, on ne va pas importuner l'utilisateur, on ne va pas lui mettre en place des captchas ou des choses pénibles pour pouvoir passer cette étape-là. Ça va être complètement transparent et simple pour l'utilisateur. Également, ce système donc à 3 niveaux que je vais vous présenter plus tard, ça va être intéressant pour vous permettre de détecter en fait un hacker qui sera en train de préparer un robot. C'est-à-dire, imaginons il est en train de développer son script, et il va devoir passer par ces 3 étapes-là, et ça vous laisse le temps, via les événements de sécurité, de détecter qu'on a affaire à un attaquant qui essaye de mettre en place un robot pour collecter des données, pour faire des attaques. Et là, vous allez pouvoir le bloquer sereinement avec justement ce mécanisme qui l'aura bloqué avant. Voilà. Donc là, on a parlé vraiment des mauvais robots. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des bons robots. Si votre application elle est destinée à être accédée depuis Internet, évidemment, il va falloir un référencement pour que vos utilisateurs puissent y accéder. Donc, il va falloir laisser passer tout ce qui est bon robot, donc il peut être les Google, les Bing, mais également les réseaux sociaux, les Facebook, des choses comme ça. Et donc pour ce faire, on va se baser donc techniquement sur une méthode qui s'appelle le reverse DNS. Donc on va vérifier que le bot il vient bien du domaine Google. Donc ça c'est valable pour un certain type de bot. Et pour certains, il va falloir directement whitelister l'adresse IP. Ce qui fait que l'on va avoir un système sur la base de ce que l'on a déjà pour IP réputation. On va avoir une liste des IP des bons robots dans le cas de Bing ou autre. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait qu'on a affaire à un bon robot, on a plusieurs stratégies. Une stratégie de base, c'est de dire, voilà, il est whitelisté, il accède à l'application comme n'importe quel utilisateur. Une autre stratégie que l'on a découvert avec nos workshops, avec nos clients, c'est que certains de nos clients qui sont très, qui sont très intéressés par le référencement, et donc derrière le référencement, il y a la rapidité à laquelle on répond sur l'application. Ces clients-là nous ont demandé si on pouvait directement dérouler le tapis rouge à ces bons robots, donc les Google, les Bing, etc., de manière à pouvoir augmenter le référencement et remonter tout en haut dans la liste des résultats. Et donc oui, on peut très facilement, directement dans le workflow que je vais vous présenter plus tard, dire si on a un bon robot, voilà, on ne passe pas dans le moteur de sécurité, on passe directement sur l'application. Voilà, donc ça peut être aussi un cas d'usage. Un autre bon robot que l'on va retrouver dans tout système d'information, ça va être aussi les scripts faits maison qui permettent de tester que le service il est disponible, les sondes, les choses comme ça. Donc voilà, ça, ces bons robots-là, on va pouvoir les whitelister très simplement directement dans l'interface. Voilà. Et donc, pour la suite, je vais vous présenter les 3 niveaux de challenge que l'on va imposer aux navigateurs pour leur permettre de passer sur cette protection anti-robot. Donc, on va avoir un premier niveau qui va être de dire si mon navigateur il est capable de suivre des 302 redirects, par exemple, ça va être s'il n'est pas capable, de suivre des 302 redirects, ça va être, on va les considérer comme des bots basiques. Donc, ça peut être une commande wget, un curl ou n'importe quoi. Le deuxième niveau que l'on a établi, c'est l'exécution de JavaScript. C'est-à-dire, si le navigateur il suit le 302, mais il n'est pas capable d'exécuter du JavaScript, on va appeler ça un bot intermédiaire.
Donc, ça peut être l'exemple de scripts un peu plus avancés, hein, mais qui n'ont pas d'interpréteur JavaScript. Le troisième niveau, bon, ça va être le niveau qu'on va appeler les bots avancés. Donc, c'est des bots qui forcément sont capables d'exécuter du JavaScript. Et donc, on va profiter de ça pour utiliser une librairie qui s'appelle Fingerprint JS2 et qui va nous permettre de capturer l'empreinte du navigateur qui vient. Et donc, avec ça, on va pouvoir tester l'unicité. C'est-à-dire, est-ce que le navigateur qui vient, il est unique? Et il faut savoir que n'importe quel utilisateur a un navigateur qui est unique, parce qu'on a tous des polices différentes installées, parce qu'on a tous un système, des versions différentes de navigateurs d'installer. Et donc ça fait une empreinte unique. Entre moi et Valentin, par exemple, on a une empreinte unique. A contrario, les navigateurs qui sont utilisés dans des attaques, ça s'appelle des navigateurs headless, eux, ils vont avoir une empreinte que l'on va facilement reconnaître avec cette librairie-là, et donc on va pouvoir les classifier dans cette catégorie-là et les bloquer. Voilà, donc ça, c'est les trois niveaux que l'on propose directement de base hein, dans Bot Mitigation. Donc, ils permettent de répondre déjà majoritairement à la demande. Il y a un quatrième niveau que l'on n'a pas mis de base dans la brique, que l'on est capable de proposer à nos clients. C'est un niveau que l'on fait en mode sur-mesure. Alors, on le fait en mode sur-mesure parce qu'il peut être impactant sur les applications, c'est-à-dire on va injecter un JavaScript sur les applications pour tester la rapidité de l'utilisateur à taper sur le clavier, à déplacer sa souris. Et donc, on utilise cette méthode-là pour s'assurer vraiment, assurer le dernier niveau de détection de robots. Hein. Parce que si on est dans le cas de navigateur headless ou piloté, on sera dans un cas où l'utilisateur il va taper trop vite, il va déplacer sa souris trop vite, etc. etc. Et donc, ce niveau-là, on le fait sur mesure parce qu'on s'est aperçu pendant la phase de développement de Bot Mitigation que finalement, les usages étaient en train de changer. On passe de plus en plus d'un usage pur, comment dire, un navigateur sur un ordinateur à un navigateur sur téléphone, navigateur sur tablette ou à des IoT. Et donc, cette logique-là, elle n'est plus forcément utilisable et adaptée à ce type de navigateur. Donc, c'est pour ça qu'on le propose uniquement en fonction du besoin vraiment du client. Voilà. Et donc, dernière slide avant de passer vraiment sur la démo technique. Donc là, on voit un peu la cinématique, la séquence qui va être faite pour détecter ces robots-là. Donc avec les trois niveaux, hein, une redirection avec un token qui est envoyé, un challenge à base de JavaScript, et après, une prise de l'empreinte du navigateur pour s'assurer qu'il est unique. Donc voilà, donc je vous propose de passer à la démonstration. Donc je vais switcher sur mon environnement de démonstration. Donc, tout d'abord... Ah oui, n'oubliez pas de poser vos questions. Hein. Si vous en avez, excuse-moi Nicolas, je te coupe, mais pour l'audience, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'onglet chat. Excuse-moi Nicolas, je t'en prie, vas-y. Tout d'abord, pour vous présenter le scénario technique que l'on va faire, j'ai défini une application très simple, hein, un Apache avec une page d'accueil. Et cette application-là, elle est protégée par le workflow de base que vous connaissez, hein, qui est notre workflow par défaut, donc qui est composé des briques habituelles, hein, le moteur de sécurité, la brique d'exception, etc. Donc moteur de sécurité, brique d'exception, et est-ce que j'ai détecté une attaque, oui ou non. Donc ça, c'est vraiment le workflow par défaut. Quand on veut accéder à cette application avec un script curl, ici, on n'a pas de bot mitigation. Donc, on va passer. Ça veut dire que là, si je vous fais une démonstration avec un curl, donc je vais sur cette application. Voilà, on voit que j'ai le code HTTP qui s'affiche en clair. Voilà, le code HTML. Donc maintenant, si je veux protéger cette application avec bot mitigation, eh ben, je vais utiliser un autre workflow que je vais créer ici. Donc, je vais aller chercher mon template bot mitigation dans la liste. Là, je vais créer un nouveau workflow que je vais appeler workflow bot mitigation pour application X, par exemple. Pour webinar. Pour webinar, très, très juste. Pour webinar. Voilà. Donc, il me crée le workflow avec le template qui est vraiment dédié à ce bot mitigation. Donc là,
on voit qu'on reconnaît certaines briques, hein. Ici, on reconnaît le workflow de base de notre solution. Et on voit qu'en plus, on a mis en place des briques spéciales. Donc, une brique bot mitigation, que l'on voit qu'il va falloir configurer. Et après, est-ce qu'on a détecté un robot? Donc, si c'est le cas, on va loguer, bloquer et persister sa session. Donc, on voit qu'en termes de logique, c'est très simple et ça s'inscrit très facilement dans le workflow par défaut que l'on a. Et là, ici, on voit que la brique, elle est rouge. Et elle est rouge parce qu'en fait, il attend une configuration de bot mitigation. Donc, la configuration de bot mitigation, c'est là où on va pouvoir whitelister des robots. Donc, c'est là où, par exemple, si vous avez des sondes, des choses comme ça, on va les stocker ici. Et je vais vous le montrer dans la démo là, qui va suivre. Donc, ici, je crée une configuration. Donc, cette configuration, elle peut être soit globale pour toutes vos applications, si vous voulez whitelister certaines sondes seulement, pour toutes vos applications, ou elle peut être spécifique sur une application. Donc là, je vais créer cette configuration. Je la sélectionne et voilà. Donc là, on voit qu'on a d'autres options dans les onglets. On peut décider d'autoriser les bons robots que sont les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. On voit qu'on peut également les bloquer hein, si on n'est pas intéressé par cette fonctionnalité. On voit qu'on a également la possibilité de paramétrer, de customiser le niveau de challenge, le temps que va répondre, le temps qu'on va autoriser au navigateur pour répondre au challenge. Là aussi, ça fait partie de la sécurité. Hein. On envoie des challenges, mais on veut que ça soit répondu très rapidement. Et un navigateur va répondre très rapidement à ces challenges-là. Et voilà, un cookie qui peut être personnalisé si on le souhaite. Voilà, donc là, on a fait la configuration de base. Je sauvegarde mon workflow. Et je vais changer le workflow de mon application. Donc là, je retourne sur l'application des VWA. On ne va pas trop vite, je pense, parce que là, ça lag un peu. Ah oui, là, on a perdu mon écran. Je pense que ça lag un peu. Tu nous dis, Amaury, si tu as aussi l'écran de Nico, là? Tu as bien l'écran? Bon, on continue alors. Voilà, donc j'ai sélectionné le workflow que je viens de créer et maintenant j'applique ma configuration et on va pouvoir la tester tout de suite après, toujours avec la commande curl que l'on a vue. Hein. Et si vous vous souvenez, dans la méthodologie, le curl, c'est vraiment le robot de base que l'on va bloquer directement avec un challenge de redirection. Voilà, donc la configuration est appliquée. Donc maintenant, si je recommence cet appel via curl, je vais avoir un blocage avec, voilà, on voit un 307 redirect. Donc ça fait que mon robot, du coup, il n'accède plus à mon application. Il est bloqué parce qu'il n'a pas pu répondre à ce challenge de redirection. Si je veux visualiser cet événement de sécurité, je vais aller dans nos logs qui sont dédiés à bot mitigation. Donc là, on voit qu'on a eu cet événement qui a été créé, donc un bot basique qui a été détecté. Donc on voit qu'il n'a pas su suivre la commande de redirection HTTP. Et ce bot, hein, donc on peut soit acter le fait que c'est un robot, il a été bloqué, donc c'est bien, ça fait partie des 24% de trafic que l'on aura en moins sur notre application, ou ça peut être un bot qui est dans notre système d'information qui sert à faire des tests de vie ou une sonde de monitoring, des choses comme ça. Dans ce cas-là, on peut l'autoriser. Donc là, j'ai un petit bouton Hello, je l'autorise, il m'a créé mon exception, donc on voit en 2 clics, c'est fait, et maintenant, quand je vais recommencer la commande, je repasse comme avant. Donc voilà, hein, c'est vraiment très très simple de gérer ces robots-là. Hein, ça ne va pas vous rajouter un overhead important pour cette gestion-là. C'est 2 briques à rajouter dans le workflow et après on autorise uniquement les robots qui sont dans notre SI. Donc là, on a vu les robots basiques. Je vous propose de continuer avec les 2 autres niveaux que sont les bots intermédiaire. Donc pour simuler un bot intermédiaire, j'ai mis en place un Firefox portable. Donc ce Firefox portable, j'ai désactivé l'interpréteur JavaScript de manière à pouvoir vous montrer ce qui va se passer quand on détecte ce type de robot-là. Donc là, je vais passer en mode développement pour vous montrer la séquence qui va être réalisée. Voilà, donc je vais sur mon application DVWA et on voit que j'ai une page blanche. J'ai eu un challenge de redirection, donc le premier que j'ai rempli, et après je vois que j'ai eu un challenge un peu plus compliqué.
qui est arrivé ici avec un token. Donc là, imaginons que vous êtes dans la peau du hacker, vous essayez de comprendre ce qui vous arrive. Et bien là, typiquement, le hacker, il va aller voir la réponse qu'il a reçue. La réponse qui n'apparaît pas, charge utile. Voilà. Et donc là, on voit qu'on va avoir le challenge JavaScript qui va apparaître. Donc c'est un challenge où on demande au navigateur, via son interpréteur JavaScript, de répondre à quelque chose d'assez compliqué. Et donc s'il n'y répond pas, il va être bloqué et il va être classifié en robot intermédiaire. Et s'il y répond, il va pouvoir passer sur le troisième niveau. Donc voilà comment on va détecter ce robot intermédiaire. Si je retourne dans mes événements de sécurité, je vois que j'ai le robot intermédiaire qui a été détecté ici. Voilà. Donc là, on a fait le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est les fameux navigateurs headless, si vous vous rappelez. Donc pour ce troisième niveau-là, j'ai mis en place un script Puppeteer qui va être lancé par Node.js. Donc si je vous montre le contenu de ce script, il est vraiment très très simple. Mais c'est vraiment ça que les hackers vont utiliser quand ils vont vouloir collecter des informations sur vos sites internet. Donc là, je lance un navigateur avec cette commande. Donc on voit qu'on a headless à false, mais ça c'est parce que je veux vous montrer le résultat en fait, le fait que le navigateur se fait bloquer. Et donc on voit que je vais sur l'application en question, DVWA, et je prends un screenshot. Donc ça c'est ce que va faire un attaquant finalement. Il va essayer de parser la totalité de vos ressources, de prendre un screenshot à chaque fois, et après il va passer sur l'explorateur Windows pour voir concrètement s'il n'aurait pas capturé des choses intéressantes. Donc là, si j'exécute ce script-là, donc node index.js, donc il va lancer mon navigateur headless. Donc si j'active le headless, cette fenêtre de navigateur ne va pas apparaître, mais on voit le résultat. En fait, on voit qu'on a fait des challenges en haut et on a été bloqué par le système de bot mitigation. Si je retourne dans l'interface des événements de sécurité, on voit que j'ai bloqué un bot avancé. Donc ça, c'est techniquement les trois niveaux qui vont être bloqués avec le module bot mitigation. Et on voit que pour un attaquant, c'est quand même très très simple de réaliser ces différentes choses. On voit le script, on peut très facilement rajouter des lignes pour aller chercher toutes les ressources que vous avez sur le site internet, etc. etc. Donc voilà pour techniquement comment fonctionne la solution. Ce qu'il faut savoir également, Valentin en parlait au tout début, c'est des fois on n'a pas trop de visibilité sur ce qui se passe en termes de trafic robotisé. Et bien là, le module Bot Mitigation, il vient directement avec un dashboard, donc toujours dans notre solution Kibana, qui va vous afficher concrètement ce qui se passe en termes de trafic robotisé sur vos applications. Donc ça, c'est en complément en fait de la partie Bot Mitigation. Donc voilà pour cette présentation. Je vais maintenant passer la main à Valentin. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour ces explications qui sont très claires. Je pense que tout le monde aura bien compris. Je vois qu'on a déjà des questions, mais n'hésitez surtout pas à les poser puisqu'on y répondra en fin de présentation. D'ailleurs, c'est bientôt fini. Slide, tu peux passer la slide. Effectivement, on voit bien que par rapport à tout ce que tu nous as montré, on pouvait avoir à la fois de la visibilité. Bon, tu n'as pas montré tous les logs, mais on a de la visibilité sur les challenges qui ont échoué et donc les attaques qui ont été arrêtées de robots malveillants. On voit du coup par la même occasion que l'on peut bloquer du coup le trafic indésirable et donc économiser sur les coûts d'infrastructure. Si vous êtes dans le cloud notamment, on sait que le compute peut être assez cher, surtout si vous prenez une attaque DDoS, qu'elle soit applicative d'ailleurs ou volumétrique. Donc on voit qu'on peut bloquer le trafic robotique très facilement avec cette série de challenges. On avait vu que grâce au workflow, on avait quelque chose de très évolutif qui pouvait également, avec les moteurs de sécurité, répondre au top 10 de l'OWASP que dont Jean-Michel a parlé tout à l'heure. Et puis, on a un déploiement immédiat puisqu'on a bien vu qu'une fois que Nicolas a cliqué sur le bouton Apply, eh bien, on bénéficiait déjà d'une très très bonne protection. Présentons rapidement Rohde & Schwarz avant de présenter SFR. Rohde & Schwarz, c'est comme son nom l'indique, une entreprise allemande et qui possède une division cybersécurité
Nous faisons partie avec Nicolas de la Business Unit Application and Cloud Security. Là, vous allez retrouver du coup les produits Web Application Firewall et chiffrement des données non structurées dans le cloud. On est vraiment reconnu pour nos solutions qui sont, on va dire, souveraines. D'ailleurs, chez SFR, je ne vous cache rien, on fait partie des partenaires souverains. Jean-Michel ne me contredira pas. On fait partie des partenaires souverains parce que je pense qu'il y a une prise de conscience aussi chez nos clients d'avoir des acteurs européens dans le domaine de la sécurité. Nous sommes présents également sur tous les types de clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des applications web partout, que l'on soit une organisation publique, que l'on soit une PME. Vous l'avez vu avec l'attaque Microsoft Exchange, j'imagine que beaucoup d'entreprises ont encore de l'Exchange on-premise. Donc partout, dans toutes les organisations, on trouve des services web, d'ailleurs qu'ils soient on-premise ou en mode SaaS. Donc on est un peu présent sur tous les secteurs de marché, puisqu'on est capable de proposer chez le produit que Nicolas vous a montré, on est capable de le proposer en Docker, dans des environnements conteneurisés. On est capable de vous le fournir dans les marketplaces de Google, Amazon et Azure. On est capable également de vous proposer en hardware. Donc, ce large portfolio permet de répondre un peu à tous les use cases. Je te laisse passer. Et puis, Jean-Michel, je te laisse un peu du coup le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous présenter les activités d'SFR en matière de cybersécurité et même de manière un peu plus large? Merci Valentin, merci Nicolas, c'était une très belle démo. On est fiers du partenariat avec Rohde & Schwarz, donc effectivement parce que vous avez des solutions pour aider en fait les clients. Alors SFR, on est connu, on a une marque très forte en fait sur le grand public. Donc aujourd'hui, on sert 23 millions de clients, donc sur ce qu'on appelle le B2C, et on sert également des entreprises, donc dans le B2B. Et donc effectivement, moi j'interviens au sein du B2B pour accompagner les entreprises, donc qui ont besoin de mettre en œuvre de la techno, que ce soit du réseau et de la sécurité. Alors l'idée de la notion de service au sein de SFR, c'est de dire qu'on a un socle de base qui est le réseau MPLS, la téléphonie mobile, et on va rajouter en OTT, en over the top, en fait des verticales, services. Donc j'ai dit le réseau, la sécurité, l'IoT, la com unifiée, la relation client et tout ce qui est comment dire, comme j'ai dit, communication unifiée. Donc sur ces verticales, on est capable d'accompagner les entreprises sur plein de use cases. Donc on a parlé du télétravail, on a vu ce qui s'est passé avec OVH, donc sur un data center qui peut brûler, c'est des choses qui arrivent, des incidents. Donc c'est malencontreux, mais il faut se projeter en disant on déporte certaines choses dans le cloud ou on met en place des PCA. Donc nous on a cette capacité d'accompagner les clients sur ces use cases. Et donc le monde il évolue, on l'a dit en introduction, les contraintes s'accélèrent, les règlements également sont là pour donc l'ANSSI avec qui on est en contact fréquemment, et vous êtes certifié ANSSI Rohde & Schwarz, donc effectivement avec des qui garantissent en fait un niveau de sécurité. Donc l'ANSSI va mettre en place des normes, des règlements. Donc ça, c'est des contraintes pour les sociétés. Donc les sociétés doivent s'adapter. Donc nous, on accompagne en fait là-dessus les sociétés. Donc ce qu'il faut retenir, parce je pourrais en parler pendant des heures, c'est que nous, on est opérateur et intégrateur de services sur des verticales stratégiques comme le réseau, la sécurité et j'avais oublié le cloud sur la partie privée. Donc voici en gros notre activité. Si comment dire, vous avez besoin de plus de renseignements, vous n'hésitez pas. Et effectivement, nous on travaille avec Rohde & Schwarz, on est très fiers, je le redis, de ce partenariat parce que Rohde & Schwarz est un éditeur qui construit des solutions de sécurité et c'est très important d'en avoir. Au-delà de l'intégration, il faut avoir des solutions de confiance. Merci beaucoup Jean-Michel. On va passer maintenant aux questions. Donc reste avec nous Jean-Michel.
On va passer, on a eu beaucoup de questions, merci beaucoup. Ça prouve encore une fois l'intérêt pour nos webinaires, je dirais pratiques et techniques. Alors, j'ai une première question, donc voilà, c'est plus pour toi, Nico. Existe-t-il une blacklist des mauvais robots? Alors, est-ce que c'est au sens peut-être IP du terme? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Et est-ce qu'il est possible, du coup, lorsque tu nous as parlé de l'empreinte tout à l'heure, qu'on avait une empreinte unique, j'ai une question, est-il possible de la contourner, cette empreinte? D'accord. Et c'est pas une question piège. Alors, première question sur la blacklist des robots. En fait, bot mitigation, c'est vraiment quelque chose qui est là pour détecter dynamiquement les mauvais robots. Donc, on ne se base pas sur une Voilà. blacklist, vraiment. C'est ça. Précédemment, en fait, on avait IP Réputation qui, avec notre partenaire WebRoots, contient déjà une liste d'IP malveillant. d'IP malveillantes, dont des robots dedans, en fait. Donc ça, c'était pour la première question. Puis la deuxième question, bah, justement, une qu'on- fois qu'on a fait cette empreinte, donc on a identifié le robot, d'ailleurs bon ou mauvais, hein, ou non, enfin on a identifié plutôt l'utilisateur. Une fois qu'on a fait son empreinte, on sait savoir si c'est un robot ou pas. Et cette empreinte, ce fingerprint, est-ce qu'on peut le contourner? Peut-être que si le robot il a été identifié comme malveillant, est-ce que le hacker derrière peut contourner cette empreinte? En fait, il peut contourner, mais si vous voulez, dès qu'il va utiliser un navigateur headless, donc comme on a vu là avec Puppeteer, ce navigateur headless va forcément être détecté comme étant non unique par la librairie. Donc pour contourner, en fait, il est obligé d'utiliser un navigateur et puis de faire les choses à la main. Donc il perd l'avantage il perdra l'avantage du robot. Voilà. Où sont positionnées les exceptions? Est-il possible d'en avoir la liste? Alors, où sont positionnées les exceptions? Oui, tu peux partager. Oui, comment tu as des mots, tu peux. Oui, alors les exceptions, vous allez les retrouver dans la partie donc Security Bot Mitigation Configuration. Donc là, on retrouve la configuration que j'ai créée durant la démo. Si je clique dessus, on va voir que j'ai un robot que j'ai autorisé, donc c'est le fameux curl au tout début que j'ai autorisé, et un autre qui a été bloqué. Donc si on regarde en détail, on voit que c'est la fingerprint du navigateur headless qui a été bloqué définitivement en fait. Ouais, donc c'est ici où ça va être stocké. Hein. Ces événements-là, j'ai encore une autre question, ils sont au format JSON, ils sont envoyés via syslog, on peut, en fait, les deux sont possibles. Alors, nos logs sont toujours disponibles en syslog, donc effectivement, vous les recevez en syslog, et on a également une API JSON qui permet d'accéder à ces logs-là. D'ailleurs, tu n'as pas montré pendant ta démo, mais on a toute la partie Kibana hein, et dashboarding aussi. On a un dashboard spécifique sur les robots. La résolution DNS est-elle absolument nécessaire? Une question. Alors, pour bloquer les mauvais robots, non. Pour autoriser les bons robots, oui, elle est nécessaire. Parce que, en fait, c'est la méthode que l'on va utiliser pour détecter si on a affaire à un bon robot Google ou Facebook. Bing, par exemple, eux ne fournissent pas de résolution DNS. On est obligé de whitelister leur adresse IP directement dans notre base qui est mis à jour directement par nos services. Alors, il est 10h44, du coup, on va faire une dernière question et puis on aura respecté le temps et le webinaire sera terminé. Peut-on réaliser un seul des tests de mitigation ou est-on obligé de faire les 3 challenges? En fait, Bot Mitigation, il vient avec ces 3 challenges-là. Donc, si je retourne sur la fameuse slide, on est vraiment obligé de résoudre ces 3 challenges. Mais au niveau d'un navigateur normal, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Si j'en ouvre un, là, par exemple, un Firefox normal, et que je vais sur l'application DVWA, alors, je vais vous mettre un... Alors, attention, je n'ai pas testé cette démo avant. Hein. Il peut avoir des surprises. Voilà, donc si je vais sur DVWA, on voit que j'ai accédé directement à l'application. Alors pourquoi il ne m'a pas fait les redirections? Eh oui, c'est l'effet démo. Ah ouais, c'est l'effet démo. Ouais. Et là, typiquement, on aurait eu les 3 challenges qui auraient été joués, mais ça c'est quelque chose qui se fait vraiment très rapidement. Parce que tu es déjà whitelisté. Peut-être, oui. Parce qu'il a gardé ton cookie, en fait. Donc, ouais, je vais essayer en navigation privée pour voir si c'est mieux. DVWA. Ah ben voilà, là on voit bien qu'on a eu une redirection. Voilà, et si je vais sur D'ailleurs, l'outil,
tu as bien répondu, c'était l'une des questions, c'était est-ce que ce challenge était joué à chaque requête? Et la réponse est non, on vient de le voir. Donc, une fois qu'on a passé le challenge, on a une session qui est persistée. Merci beaucoup. Jean-Michel, je te remercie encore vivement de ta participation à notre webinaire. Merci Nicolas. Merci encore pour la démonstration. Ce webinaire, comme je l'ai dit, est enregistré, il sera disponible très prochainement. Merci d'avoir posé vos questions et on se retrouve prochainement pour un nouveau webinaire. Merci à tous et au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci Jean-Michel. Au revoir.